laisse Monsieur Targuin. Merci beaucoup. Merci à vous et bonjour à tous ceux avec qui je n'ai pas pu discuter. Voilà. Je vais vous scandaliser. J'en suis désolé, mais je sais que je vais vous scandaliser. Je vais vous parler de quelque chose qui n'est pas discutable, qui est indiscutable de mon point de vue, et qui s'appelle le réchauffement climatique. Vous voyez, je vous ai mis dans le bain, ça y est, c'est bon. Alors, je ne plaisante qu'à moitié. Mais je ne suis pas venu ici pour vous dire que nous sommes en fait en pleine période de réchauffement climatique. Ce qui est parfaitement vrai. Je pense que vous le saviez. Oui. Voilà. Alors, la seule chose qui est un peu différente avec le discours officiel et celui des médias, c'est que le réchauffement climatique actuel, nous le vivons à peu près, enfin, sont plutôt nos grands-parents ou nos parents qui l'ont, enfin, nos parents, mais nos grands-parents, et voire nos arrière-grands-parents surtout, qui l'ont connu, puisqu'il remonte à peu près à la moitié du 19e siècle. Voilà. Je ne sais pas si vous saviez, vous connaissiez cette information-là. Voilà. Donc la Terre se réchauffe en effet, et c'est cyclique. Alors, c'est cyclique et c'est parfaitement naturel. Mais je ne vais pas tout révéler. Pourquoi est-ce qu'on s'excite en nous disant aujourd'hui que le réchauffement climatique, il est du fait de l'homme? Vous savez, c'est l'expression qu'on emploie, c'est le réchauffement climatique anthropique, c'est-à-dire que c'est l'activité humaine qui la secrète, si on peut dire, qui secrète plutôt cette chaleur. Pas du tout. Voilà. Je ne vais pas vous faire un cours ni sur la préhistoire, ni sur l'histoire du climat. Si vous voulez retenir juste 2 ou 3 éléments sur cette partie-là, sachez une chose, c'est qu'il y a eu de très grands cycles de la Terre, sur la Terre, de réchauffement et de refroidissement, qui pouvaient durer des milliers d'années. Vous avez dans la dernière grande période de glaciation de la Terre qui nous touche, nous, pour la partie européenne, une période de presque 10 000 ans, où à la place de Londres, excusez-moi, j'ai un petit chat dans la gorge, mais c'est pas grave, à la place de Londres, vous n'aviez que des glaciers, que vous aviez tout le nord de l'Europe était complètement glacé, etc., etc. C'était probablement la même chose sur le nord de l'Amérique, même si on a moins de traces de ces choses-là, pour une raison simple, c'est que l'Amérique, on a découvert son histoire beaucoup plus tard. Maintenant, on fait des recherches qui reviennent à permettre maintenant de commencer à connaître l'histoire du climat de ces régions-là, notamment avec la dendroclimatologie, etc., qui est l'analyse des arbres et de la croissance des arbres. Mais je ne vais pas rentrer dans un débat technique aujourd'hui parce que ce n'est pas le but. Mon discours va être profondément politique. J'ai peut-être tort dans un cercle comme celui-ci, mais je serai politique d'abord. Ah, ça y est, je l'ai dit. Voilà. Mais bon, je ne pense pas vous surprendre beaucoup. Voilà, enfin, il faut quand même que vous ayez ça en tête pour savoir répondre à ceux qui sont dans le psittacisme climatique actuel et le psittacisme mondialiste, hein, c'est-à-dire on va tous mourir de chaud, il faut vraiment se secouer parce que la planète ceci, la planète cela. Bon. Donc, grande période. Et c'était ce qu'on appelait des grandes périodes, des grands âges glaciaires, ou des grands optima, vous entendrez ces mots-là quand les scientifiques parlent de ça, ou des grands optima pendant la préhistoire, c'est des périodes qui pouvaient faire 10 000 ans. Et puis vous avez, voire plus, hein, vous avez également, à partir de notre époque, de notre histoire moderne, ou au moins la fin de la préhistoire, on est arrivé sur des périodes beaucoup plus courtes. Je m'entends, quand je dis des périodes beaucoup plus courtes, c'est 400, 500 ans, etc. C'est ainsi qu'à la fin de la préhistoire, vous avez ce qu'on a appelé le petit âge du bronze. Ensuite, il y a eu, avant le petit optimum médiéval, il y a eu un petit optimum romain. Donc, petit optimum du bronze, petit optimum romain, avant le petit optimum médiéval, dont vous avez dû entendre parler, non? Ça vous dit quelque chose, hein, le petit optimum médiéval? Ouais. Bon, je vais y revenir alors quand même. Voilà, donc ça c'est les petites. Quand on parle de petits optima, on parle de réchauffement. Et quand on parle d'âge glaciaire, on dit des petits âges glaciaires depuis notre histoire moderne. Alors, si on fait très rapidement, et vous allez comprendre pourquoi j'ai dit tout ça, si on revient sur notre histoire, la dernière grande période de chaleur s'appelle le petit optimum médiéval.
Elle commence à la fin du Xe siècle à peu près, et elle va durer jusqu'au XIIIe et quelques. Hein. Il y fait très bon, il fait très chaud. En Angleterre, on cultive de la vigne. Hein. Dans le Groenland, les Vikings installent des grandes fermes, arrivent avec des troupeaux de vaches, font des laiteries, cultivent la terre, etc. sur cette zone-là, qui était glacée avant. Hein. Donc rien d'anormal à tout ça. Si on prend la France, on voit la montée de la culture de l'olivier qui va presque jusque à 100 km de Paris, dans ces périodes-là. Voilà. Et d'ailleurs, ça nous a permis d'apprendre à mieux protéger les oliviers, et même si on ne pouvait pas avoir les récoltes qu'il y a en Espagne ou en Italie, à avoir de bonnes récoltes d'oliviers quand même dans la vallée du Rhône, etc. etc. Voilà. Et puis, on a aussitôt après un petit âge glaciaire qui va durer jusqu'au milieu du 19e siècle. Le froid est de plus en plus fort. Vous prenez l'époque de Louis XIV, on se gelait à Versailles. On se gelait aussi dans le sud de la France. Je cite dans mon livre, et je ne l'ai pas inventé, je l'ai pris chez Emmanuel Leroy-Ladurie, pour ceux qui sont intéressés sur l'histoire du climat, qui cite cet échange de lettres entre Madame de Sévigné et sa fille Madame de Grignan, qui, si elle s'appelait Madame de Grignan, c'est parce qu'elle avait épousé le marquis ou le comte de Grignan qui vivait dans la vallée du Rhône. Il y a une petite ville qui s'appelle Grignan, qui n'est pas très loin d'Avignon, etc. Et sa fille lui dit, mais on se gèle, on gèle ici, on a rallumé les cheminées, etc. Tellement il fait froid. Fin juin, début juillet de je ne sais plus quelle année. Donc, en plein 18e, début du 18e, à la fin du règne de Louis XIV. Voilà, donc jusqu'au milieu du 19e siècle. Puis, ensuite, eh bien, nous entrons dans une nouvelle ère, après ce petit âge glaciaire, dans une nouvelle ère de réchauffement climatique et un nouvel optimum. On l'appellera comme on veut. Moi, je propose que la communauté scientifique l'appelle le petit optimum contemporain. C'est banal, mais au moins ça permettra de citer les choses et de se dire que ça commence au milieu du 19e et que ça se finira peut-être en 2250, 2300, on n'en sait rien. Voilà. Alors vous allez me dire, mais comment pouvez-vous tenir un discours comme ça, vu tout ce qu'on entend sur le plan purement historique, histoire du climat, etc. Simplement parce qu'on utilise le climat pour d'autres raisons. Et on a monté, en fait, une manipulation mondiale, c'est pour ça que mon livre s'appelle L'enquête sur une manipulation mondiale, avec des dessins qu'il va nous falloir expliquer maintenant. Je vous rappelle quand même que les scientifiques du GIEC, enfin, les pseudo-scientifiques du GIEC, parce qu'en fait, au GIEC, il n'y a pas de scientifiques, il n'y a que des politiques, c'est tout. Et il y a une partie de gens qui se prétendent scientifiques. Vous avez quelqu'un qui est très très écouté en ce moment, un Français, qui est un scientifique d'ailleurs, qui s'appelle Jean Jouzel. Je ne sais pas si vous connaissez, Jean Jouzel. Il passait encore dans les médias hier à propos du dernier rapport du GIEC qui dit qu'on va tous mourir et que ça va aller de plus en plus vite. Et Jean Jouzel nous tient en ce moment encore, il remet une couche de discours comme quoi ce n'est plus tenable et qu'on en avait pour 20 ou 30 ans si on ne faisait pas tout ce qu'il fallait faire pour en finir avec. Et donc supprimer tout ce qui va être... il faut décarboner la planète. Je vous dirais, aussi, je vous parlerai des conséquences de la décarbonation de la planète, parce qu'ils sont fous. Mais dans cette folie, on va vers peut-être 1 milliard de morts sur la planète. C'est ça dans une question. En rapport avec le Club d'Europe. On verra. Ah. Voilà. Donc, vous allez me dire, oui, mais quelle preuve a-t-on? Parce qu'aujourd'hui, on a quand même des scientifiques éminents qui savent analyser ça. On a même des politiques éminents. Regardez
notre président de la République, vous en souvenez peut-être pas, qui est allé, comme par hasard, c'était avec Jean Jouzel, il y a 2 ans ou 2 ans et demi, faire un voyage express sur la mer de glace dans les Alpes pour constater la fonte des glaciers, à quel point c'était catastrophique et combien les glaciers se rétractaient. Oui, mais, là encore, le roi Ladurie, plus tout un tas d'autres scientifiques, il y a des tas de scientifiques anglo-saxons qui ont la même théorie, celui-là il est réchauffé, hein. Donc, qui ont la même théorie, il fallait simplement des preuves. Mais les preuves, les historiens les ont données. Et notamment, je trouve que ça, c'est quelque chose qu'il faut répéter aux gens. C'est le marquage des glaciers. Quand on est dans des périodes de réchauffement climatique, les glaciers se rétractent. Bien sûr, ils fondent, donc ça remonte plus haut. Ça, il ne l'a pas vu sur la mer de glace, évidemment. Et il a vu qu'une chose, c'est que ça n'arrivait en ce moment, mais ça n'arrivait pas avant. Ça, il ne faut pas en parler. Or, le roi Ladurie a fait des marquages sur les Alpes qui sont extrêmement évocateurs, et notamment sur un glacier qui s'appelle le glacier d'Alèche. Et il a constaté, ils ont trouvé à plusieurs chercheurs, vous avez peut-être entendu parce que je l'ai cité dans des médias, mais il a trouvé une source qui permettait d'alimenter, et des canaux qui ont été fabriqués en pierre, qui ont été fabriqués par les hommes du Moyen-Âge, parce que les estives, c'est-à-dire l'arrivée du bétail dans les hauts alpages dans les Alpes, se faisait aussi au Moyen-Âge. Hein. Il ne faut pas croire qu'on a inventé, c'est récent. Donc il fallait faire boire les animaux, et ils ont trouvé ce canal d'irrigation qui s'appelle le Berry de Rhin, et sur le glacier d'Alèche, il se trouve que la source du canal, tout ce qui a été façonné au départ pour orienter ce canal et le faire descendre vers les alpages, eh bien, il est toujours oblitéré sous la glace. Ça veut dire qu'on est loin encore d'avoir atteint le niveau de rétractation des glaces de l'époque médiévale. Et ça, c'est imparable. Voilà. Donc, je ne vais pas vous abreuver de tout ça sur le plan de l'histoire du climat, mais je pense qu'il faut avoir ces repères-là pour comprendre que c'est le début de la manipulation. C'est-à-dire, on a des faits qui sont parfaitement démontrés de réchauffement dans le passé qui sont supérieurs à celui qu'on vit aujourd'hui, pour le moment, hein, mais on va encore avoir plus chaud, hein, c'est évident. Et donc, nous sommes dans un cycle, nous sommes entrés dans un nouveau cycle donc, auquel il faut donner un nom. Voilà, le petit optimum. Ceci étant, mais qu'est-il arrivé pour que la planète s'embrase, non pas de chaleur, mais s'embrase idéologiquement parlant, pour faire de ce réchauffement climatique un combat qui doit être universel, mondial, et auquel tout le monde doit adhérer, sous peine de bientôt on sera interdit de parole. On n'ira même plus, on se mettra dans la cave pour pouvoir en parler. Je plaisante à moitié. C'est une petite anecdote pour détendre l'atmosphère. J'étais il y a 1 mois et demi à peu près, ou 1 mois, dans un TGV, et j'étais en train de préparer une conférence que j'avais, je ne sais plus où, et une intervention dans des médias. Et donc, j'étais en train de travailler sur mes notes, et j'avais quelqu'un qui se frémissait à côté de moi, un jeune, 28 ans, 28-30 ans, et puis quand il a vu le livre, il avait vu Réchauffement climatique, mais il ne voyait pas le reste. Et donc il était très intéressé, il engage la conversation en disant « Ah, c'est bien, vous vous intéressez au réchauffement climatique », je prenais des notes, je prenais des trucs, mais il ne disait pas quand même mes notes. Et j'ai eu, oui, en effet, parce que j'ai une intervention dans les médias ce soir à Paris, et donc il me dit « mais c'est bien, moi je suis passionné par la question du réchauffement climatique, d'ailleurs je pars dans quelques jours, je me prépare à partir au pôle Sud, où je participe à une mission qui va étudier la fonte des glaciers sur le pôle Sud. Donc je vous laisse entendre ce qu'il pensait du réchauffement climatique. On n'était pas tout à fait en phase, mais il ne savait pas. Puis peu à peu, j'ai découvert le livre, donc il l'a vu, et il a commencé à discuter. Et il a balancé ça sur Internet.
en disant j'ai voyagé avec Alban Darien, tout un voyage jusqu'à Paris, et c'est symptomatique, parce que quand j'ai discuté avec lui, je lui ai dit c'est passionnant, si j'avais votre âge, j'aimerais beaucoup aller au pôle Sud et faire la même mission que vous. Ça ne ferait pas avec les mêmes objectifs, sans doute, mais parce que j'ai pas d'objectif prédéterminé, mais j'irai voir, j'aimerais beaucoup voir ça. Voilà. Et donc ça l'a mis un peu en confiance, puis peu à peu il me disait, il commençait les arguments de tous les entre guillemets réchauffistes, et à chaque fois j'ai bah non, vous avez tort. Non, vous avez tort, parce qu'il y a ceci, il y a cela. Donc il était complètement désorienté. Et en fait, tout à fait par hasard, j'ai été alerté parce que il a fait un fil sur Internet après notre rencontre, en disant j'ai rencontré Alban Darmien dans un TGV qui allait sur Paris. J'ai dû batailler pendant presque une heure. Il est énormément, et c'est pas du tout un coup d'encensoir, hein, vous allez voir pourquoi, mais il est vraiment, mais il a des arguments qui sont très déstabilisants, ça pose quand même de gros problèmes. Il va falloir le débunkeriser. C'est texto comme ça. Il va falloir le débunkeriser, etc. Voilà. Et donc il dit, il termine son message en disant je ne comprends pas comment des médias peuvent se permettre d'inviter ce type de personnage. Voilà. Donc on est en effet dans une mission scientifique qui va être très objective au pôle Sud. Non mais c'est triste, mais je veux dire, le formatage est tel qu'il n'y a plus moyen de discuter. Voilà. Même si on a des arguments tout à fait... Voilà. Alors, maintenant la question c'est, il y a manifestement une manipulation. Elle est de 3 ordres. Je ne vais pas vous dérouler le livre. Je vais donc passer très vite, si vous voulez, sur la partie. Dans les 3 ordres, il y a une manipulation scientifique, il y a une manipulation dialectique et il y a une manipulation idéologique. Je vais aller très vite sur la manipulation scientifique, parce que le but n'est pas de vous faire un exposé sur le livre. Il faut aussi qu'il y ait un maître du temps, parce que je peux être très bavard si c'est... Vous avez une heure. Oh, d'accord. Et on a démarré il y a 20 minutes. D'accord. Bon, alors, mais je vais quand même accélérer. Donc, la manipulation scientifique, c'est comment des scientifiques éminents, il y en a dedans qui sont éminents, se sont laissés corrompre par des politiques pour finalement présenter une thèse qui est indéfendable. Et avec quels éléments de manipulation scientifique ils la rendent indéfendable. Ben, vous avez quelques exemples que je cite. Vous avez ce qu'on a appelé la fameuse courbe en crosse de hockey. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette affaire-là. C'est trois scientifiques américains, Mann, Hughes, MBS et Bradley, ou un nom comme ça. C'est ce qu'on appelle la courbe MBS. Ça a fait beaucoup de bruit à l'époque et ça avait fait beaucoup remuer la communauté scientifique. Ils présentent un jour dans une grande instance scientifique une courbe en crosse de hockey qui prolonge l'effet de la température de façon, vous savez, une crosse de hockey, ça part comme ça, et puis si on fait la crosse, ça monte d'un seul coup brutalement. Et donc, il présente la courbe en crosse de hockey en disant, bah, écoutez, c'est bien simple, hein, si on se projette je vous le fais dans votre sens, hein, mais si on se projette à 20 ans, il n'y a plus personne sur la planète, on va tous griller. Ça, c'était dans les années 80, hein, en 90. Voilà. Puis il y a des gens qui ont commencé à regarder, et c'est là où a démarré la question du débat sur l'épisode médiéval, puisque justement, ils avaient effacé tout ce qu'ils pouvaient avoir comme données historiques, qui permettait de réextrapoler des données scientifiques. Ils les avaient effacées, sinon leur courbe ne faisait pas peur, quoi. Elle ne faisait peur à personne. Parce qu'on aurait dit, ben oui, on a eu la même chose, donc ça va faire comme ça, quoi. Puis c'est tout. Ben non. Voilà, donc ça, c'était des gens qui avaient pignon sur rue, tous ces gens-là. Vous avez un autre, c'est Hansen, Jan Hansen, qui est un scientifique, mais en même temps politique, mais qui a été quand même le directeur de la NASA et du plan espace des Américains pendant une certaine période, c'est-à-dire qu'il était aussi en accointance avec tous les politiques, et notamment les politiques de gauche, c'est un homme de gauche, Hansen. Lui, il n'a rien trouvé de mieux pour essayer de sensibiliser au climat, toujours dans les années 80, que d'inviter les sénateurs américains au Capitole, dans la grande salle du Capitole du Sénat, très connue depuis à l'époque Trump. Et il les a réunis. Il avait choisi le jour avec un de ses amis politiques démocrates, dont j'ai oublié le nom, mais il avait choisi le jour en demandant à Washington quels étaient les jours les plus chauds de l'année.
On est sur la côte est des États-Unis et il fait très chaud aussi l'été. Et donc on lui a donné les jours et donc ils ont fait la réunion, je crois que c'était dans la dernière quinzaine de juin, enfin je crois, je suis sûr, le 20 et quelques du mois de juin. Et la veille, il avait fait ouvrir tout, il faisait plus de 30 degrés dehors. Et la veille, il avait fait ouvrir toutes les fenêtres du Capitole, ce qui a fait sauter la climatisation. Ce qui fait que quand ils se sont présentés le lendemain, ils étaient fermés, il faisait une chaleur épouvantable. Et tous les sénateurs, dont certains pouvaient avoir un peu d'embonpoint, parce que c'est un métier qui rapporte beaucoup, la politique aux États-Unis, encore plus que chez nous. Donc ils étaient là, sur essoufflant, et Hansen a eu le culot de leur présenter une courbe en disant, vous voyez, ce que vous vivez là, ben, c'est la preuve du réchauffement. Mais en plus de ça, il a présenté une courbe où il comparait des données d'un trimestre, hein, pour bien faire monter une courbe très haut, face à des données sur 30 ans, ou etc. Donc c'était tout sauf du scientifique, c'est la façon de présenter une courbe qui permettait de faire peur de façon énorme, alors que si on avait pris un peu de recul, s'ils avaient pris un peu de recul. Et ça a été le début, les années 80, ça a été le début de ce qui arrive doucement, sachant qu'il y a, donc ça c'est pour la partie scientifique. Là, vous m'avez fait peur parce que j'ai cru que vous alliez tomber. Ah oui. Donc, manipulation scientifique, je prends plusieurs faits comme ça qui sont connus et qui permettent d'être accessibles pour comprendre que les scientifiques se sont corrompus. Ça, c'est la manipulation scientifique. Ensuite, il y a une manipulation incroyable qui est dialectique. Je ne vais pas m'y attarder beaucoup parce que vous la vivez tous les jours. La manipulation dialectique, c'est celle qui fait que aussi bien les politiques que les médias n'ont plus qu'un discours univoque. C'est la Terre se réchauffe du fait de l'homme, c'est-à-dire c'est un réchauffement climatique anthropique, et c'est à cause du rejet de CO2. Si je peux quand même ajouter une chose, ben c'est dans la dialectique autant que dans le scientifique d'ailleurs. C'est comment dire, c'est la présentation des chiffres, là encore. Je ne sais pas si vous connaissez cette manipulation-là. Vous avez un petit bouquin qui s'appelle un que sais-je, ce que c'est les que sais-je, hein, sur le réchauffement climatique, anthropique bien sûr, qui a été rédigé par un franco-américain qui s'appelle Robert Campbell, et qui est un modèle de manipulation politico-scientifique. C'est-à-dire qu'il présente des courbes dans lesquelles il veut à tout prix montrer qu'il y a une aggravation de la chaleur considérable, un peu ce que je disais tout à l'heure pour la crosse de hockey, mais lui il l'a fait avec une chose qui agrandit, avec un élément qui agrandit énormément la courbe pour la rendre paniquante, si j'ose dire. C'est simplement que si vous regardez la légende, en tout petit, il est bien écrit, il s'agit de parts par million, et non pas de pourcentage. Alors, ppm, ouais, c'est ça. Et voir, quand c'est tellement en pouillème, il dit ppb, parts par billion, c'est-à-dire par milliard. C'est-à-dire que les taux sont tellement faibles que pour que ça ait du sens, il faut les présenter en parts par million. On ne peut pas mettre un pourcentage. Je vais vous donner un exemple. Le CO2, la prolifération du CO2, ou la part du CO2 dans l'atmosphère aujourd'hui. Je ne sais pas si certains qui s'intéressent à ce sujet ont une idée de ce qu'il représente. Un peu moins. 0,036. Voilà. %. Donc vous voyez que ça n'a aucun sens. Je vais dire pareil, si vous voulez faire de la dialectique, si vous commencez à dire aux gens, ben, on est à 0,036, et ça monte, et ça va monter. Parce que on ne sait toujours pas, entre la poule ou l'œuf, quel est le premier. C'est-à-dire, on ne sait pas si c'est le CO2, et dans les périodes de réchauffement, si c'est le CO2 qui grandit dans l'atmosphère et qui a un effet sur la réfaction. Là, je ne vous ferai pas un cours là-dessus, mais vous trouvez dans un certain nombre de bouquins ou de médias, mais sur la réfaction, parce que vous savez que la température, l'atmosphère, notre planète est merveilleuse. Et l'atmosphère est composée d'un certain nombre d'éléments, et l'atmosphère est un formidable bouclier qui nous protège dans tous les sens, du froid comme du chaud. C'est pour ça qu'on a beaucoup de chance. Et donc, c'est tout un ensemble d'éléments. Et quand on nous parle du CO2, c'est parce que le discours dialectique, il doit être que le CO2, c'est l'homme qui augmente sa prolifération. Or, ce que fait l'homme, c'est vrai. On jette plus de CO2 qu'au Moyen-Âge. Mais alors, comment explique-t-on la fameuse affaire du glacier et l'Oberydorine dont je vous parlais tout à l'heure, ce canal qui est toujours sous la glace? Parce qu'au Moyen-Âge, à ma connaissance, il n'y avait pas d'usine, il y avait un peu de ferronnier, il y avait un peu de choses comme ça, il y avait des feux,
mais il n'y avait pas de voiture, il n'y avait rien qui rejetait du CO2 comme ils le disent. Hein. Donc il y a vraiment quelque chose qui cloche. Donc parts par million, pour revenir à ça, donc il présente dans son petit que sais-je, des parts par million parce que ça fait 0,036 et c'est beaucoup mieux de dire que c'est en parts par million, c'était 36 ou je sais pas quoi, enfin bref, il rajoute 3 zéros derrière. Et puis, ou 6. Mieux que ça, pour d'autres gaz, il va même jusqu'à utiliser ppb, c'est-à-dire par milliard. Tellement c'est encore plus le pouillem du pouillem du pouillem. Voilà. Mais vous voyez, c'est une façon de présenter qui permet d'avoir une courbe qui est lisible. Et dit, mais non, mais c'est vrai, surtout si vous apprenez, vous allez dire, oh, on va tous mourir. Voilà, et c'est un scientifique. Donc c'est un que sais-je, j'aurais pu faire un qui suis-je, tiens, non, un que sais-je, mauvais jeu de mots. Il y en a qui ont compris. Mais j'aurais pu faire un que sais-je sur le réchauffement climatique, en fait. N'étant pas climatologue. Voilà. Donc, manipulation dialectique, alors après, je vous passe les détails sur la manipulation dialectique parce que personne n'est épargné. On a encore en ce moment, tous les jours, on ouvre un journal et on a des éléments. Alors, vous avez eu cet été la sécheresse et la chaleur des mois d'été. Alors, je dis bien les deux parce que les deux sont corrélés. Les années où il y a des grandes sécheresses comme ça, elles commencent beaucoup plus tôt parce que dès le printemps, moi qui vis à la campagne, je vous assure que dès le printemps, on avait pratiquement plus d'eau. Ça ne pleuvait plus. Ça a duré jusqu'à l'automne et beaucoup de pluie était à sec, etc. C'est la même chose que ce qui s'est passé en 1976. Hein. Je ne sais pas si les plus anciens d'entre vous s'en souviennent. En 1976, j'ai bien dit les plus anciens d'entre vous. Hein. En 1976, on a été obligé de réquisitionner l'armée avec des camions et des unités entières qui sont allés dans les régions céréalières, en Beauce et en Brie, chercher de la paille pour la convoyer dans les régions d'élevage parce que les bêtes n'avaient plus rien à manger. Plus rien. Ils avaient liquidé les stocks de foin, les prairies étaient grillées et jaunes, et ça, personne n'en parle. 1976. Et vous savez que le bétail, il faut vraiment qu'il ait faim pour manger de la paille. Normalement, c'est quand même mieux avec de l'herbe ou du foin. Voilà. Donc, on a oublié ce qui s'est passé cet été, l'été dernier, c'est à peu près de même nature que 1976. Et ce sont des accidents. Et quand on met les faits dessus en zoom par une manipulation, on obtient tout ce qu'on veut. Surtout que, parenthèse, on a de plus en plus de gens qui vivent dans des zones urbaines, dans des mégapoles, des belles villes d'ailleurs, comme Paris, comme oui, ça se dégrade, comme Nantes, ça va encore plus vite. On fait même maintenant des cadres près de Nantes, des centres d'accueil administratif pour les migrants. Saint-Brévin-les-Pins juste à côté. Là, c'est normal. Puisqu'on est dans l'humour, c'est un humour noir, je disais à quelques-uns d'entre vous, puisque j'arrive de Vendée, et ce matin, quand je prenais mon train pour Nantes, puis le TGV, j'ai découvert une magnifique mosquée neuve à La Roche-sur-Yon, qui est petit chef-lieu de petit département, enfin, de très gros département, très grand département, à Vendée, mais c'est un petit département et le chef-lieu fait 40 000 ou 50 000 habitants. Eh bien, une mosquée, et c'était vendredi, j'allais prendre mon train à 7 heures, il y avait tous les mollahs qui étaient, enfin tous les, comment on appelle ça, enfin je connais rien moi, mais vous allez m'aider, les imams, voilà, ouais. Les imams en grande tenue de la fête, hein, du vendredi, impeccable, hein. Il y en avait des bleus, il y en avait tous les trucs, des blancs, mais surtout, ce qui m'a vraiment mis un coup au moral, et là vous me remontez, c'est de voir que ça convergeait de partout, à pied, de tous les bouts, de l'est, de l'ouest, du nord, en passant devant la gare, puisque la mosquée n'est pas loin, j'étais effaré de voir ça. Voilà. Bon, je ferme cette parenthèse, parce que elle a quand même un rapport avec le climat, entre guillemets, puisque vous savez peut-être que, mais là je digresse, mais on y reviendra si vous voulez, il y a un programme de l'ONU relatif aux migrations climatiques. Et donc ce qu'on nous prépare, entre autres, c'est justement que véritablement il y a un label de migrants climatiques
Et je vous mets mon billet si on n'arrive pas à se débarrasser de tout ça, mais je vous dirai comment ça se passe, selon moi. Donc vous allez me dire que je suis fou. Il y a un véritable programme de label de migrants climatiques, et chaque pays du monde, on voit ce qu'on va dire, l'Europe, etc., et les États-Unis aussi, mais ils ont les Mexicains, mais ils ont pourtant un mur, mais, etc., sera obligé d'accepter un quota de migrants climatiques. Voilà. Or, j'en parle à un moment dans mon livre, cette notion de migrants climatiques est une pure manipulation. Il n'y a absolument pas de migrants climatiques. Il y a, d'abord parce que tous les migrants qu'on reçoit, quand ils viennent ici, ils sont préparés par des ONG, théoriquement, mais ils sont préparés avant parce qu'on ne peut pas les faire venir dans les pays occidentaux, comme l'Europe, s'ils ne connaissent pas un peu l'univers urbain. Donc en fait, ces gens-là, on les regroupe d'abord dans les grandes villes africaines, il y en a, hein. On les prépare, puis ensuite on les fait aller un peu plus loin près des ports, puis ensuite on les embarque, etc., avec c'est de la traite, hein, de la traite d'êtres humains, hein, et puis après on les envoie, etc. Et cette notion de migrants climatiques, l'ONU prépare une charte là-dessus, et c'est ce qui va arriver ensuite. Ça commence, hein. Là c'est fait, mais c'est pas assez formalisé. Or, il n'y a pas de migrants climatiques, c'est faux. C'est faux. Il y a, c'est vrai, en Afrique centrale, des gens qui ne veulent plus travailler la terre, alors que leurs parents le faisaient, etc. C'est vrai que comme il fait chaud, c'est fatigant de cultiver la terre quand il fait chaud. Donc ces gens-là cherchent autre chose et on leur propose un Eldorado. Et c'est vrai que c'est un Eldorado, mais avec des idées très précises, car il faut que nos vieux peuples disparaissent. Alors, on était sur la dialectique, donc la manipulation dialectique. J'insiste pas trop, vous verrez, il y a énormément de faits et de choses qui sont dites, mais vous verrez dans cette partie-là qu'on ne peut plus ouvrir un journal sans voir ça, sans voir des pages entières. Et alors le mieux, c'est que vous, pour ceux qui ont pu travailler dans des entreprises, c'est que vous voyez maintenant les publications des résultats des sociétés dans certains journaux, quand il y a les conseils d'administration, etc., et les résultats annuels, vous voyez, ou les prévisions de résultats annuels, vous voyez des pages entières de publicité des grands groupes, que ce soit industriels, financiers, etc., qui passent dans les journaux comme le Figaro, le Monde, etc., etc. Et vous voyez que de plus en plus, ils sont orientés avec leurs engagements budgétaires et les dépenses qu'ils font pour lutter contre le réchauffement climatique anthropique. Voilà. Alors, je vais vous expliquer pourquoi ils font ça, juste pour que vous l'ayez en tête. C'est parce que désormais, la notation des grands groupes industriels, s'ils veulent être cotés en bourse, ils doivent répondre à un certain nombre de critères qui s'appellent les critères ESG, environnementaux, sociétaux et de gouvernance. Et à travers ces critères-là, eh bien, ils sont jugés. Et ça peut entraîner brutalement une décote. Si les entreprises ne font pas ce que veulent les gens qui sont derrière tout ça, eh bien, les entreprises peuvent avoir une décote ou un désintérêt du marché et l'action peut plonger brutalement. Voilà. C'est Larry Fink. Oui, entre autres. Non, mais c'est un mouvement mondialiste complet hein, qui se prépare. Et il faut que les entreprises, ou elles disent amen, ou elles ne passeront pas. Elles ne passeront pas. Et dans les critères ESG, il y a environnemental, donc sociétal, et de gouvernance, comme je l'ai dit. Environnemental, c'est donc la lutte contre le réchauffement climatique. Sociétal, c'est toute la culture woke, transgenre, etc. Je ne vais pas citer de nom de groupe, mais j'ai un témoignage extrêmement récent d'une réunion des dirigeants d'un très grand groupe français international, dans laquelle, devant un parterre de salariés de 1000 ou 1500 salariés, le comité de direction complet étant là, il y a une des membres du comité de direction qui a pris la parole en félicitant les collaborateurs, etc. Et qui a dit, puis je suis vraiment fier de mon appartenance à un grand groupe et je peux vous le dévoiler aujourd'hui. Je vis maintenant avec ma collaboratrice, mademoiselle Ted, etc., etc. Et voilà, et ça c'est mon groupe qui me le permet et je peux vous le dire avec fierté.
C'est Aliette Lancret. Non. Vous voyez, c'est une autre. Vous voyez qu'il y en a d'autres. Critères ESG. ESG, environnementaux, sociétaux et de gouvernance. Et donc c'est pour ça qu'il vit avec sa secrétaire. Elle vit. Elle vit. Elle veut montrer qu'elle est lesbienne. Voilà. Et qu'elle est acceptée dans le groupe. Voilà. Et que pour autant, elle a été nommée directeur, etc. Ah oui, j'ai pas été assez clair. Oui, mais dans tous les groupes. Mais les critères ESG sont déterminants. Ouais. Et pour le G alors Gouvernance. Gouvernance, c'est équilibre homme-femme à tous les niveaux. Ouais. Et d'autres sujets. Jamais on a parlé de autant de gouvernance partout, y compris en politique. Jamais il y a eu autant de détournements de fonds, de problèmes de toute nature. Voilà. Donc, mais retenez bien, parce que les critères ESG sont de plus en plus importants, et les notations, mais vous voyez, si vous vous amusez, c'est souvent un peu aride, mais au moment de la publication des résultats, et ça va tomber là, parce qu'il y a plein de groupes qui vont publier leurs résultats annuels de 2022 ces jours-ci, ben, vous verrez comment ils présentent les résultats. Moi, je me souviens de LVMH qui disait, comment ? Et c'est déjà fait, LVMH, ils ont même... Oui, ils ont même annoncé. Alors, je ne sais pas si les publications ont été faites dans les journaux, moi j'en ai pas encore vu, mais ils mettent dans leur... alors c'est eux ou c'est AXA qui a fait ça, ou il y a un autre groupe qui l'a fait, en disant nos résultats sont en baisse. C'est pour faire un truc humoristique. Nos résultats sont en baisse sur les émissions de CO2. Voilà. Il y a des moments, il faut avoir des résultats en baisse pour être bon. Ils ont fait un jeu de mots là-dessus. Alors, les résultats financiers, ils sont colossaux, ça monte bien. Mais par contre, on a un point où on a des résultats en baisse et on en est très fiers, c'est nos émissions de CO2. Voilà. Et tous les groupes vont faire ça, de plus en plus. Voilà, ça retenez bien parce que les critères ESG font partie du moyen de dresser les sociétés et les entreprises. Partout. Vous ne vous lassez pas? Je vous endors pas trop? Non. Alors, manipulation dialectique, manipulation scientifique, manipulation idéologique. Et là, on va arriver au cœur du sujet. Car quelle est l'origine de tout ça? L'origine de tout ça, c'est la montée en puissance de plus en plus prégnante d'une poignée d'hommes qui essayent de diriger le monde et qui imposent au monde cette manipulation mondiale comme un outil. Et c'est très vieux. Enfin, c'est très vieux. C'est relativement vieux, puisque ça remonte à des propos tenus dans le CFR, le Council on Foreign Relations, dans les années 70 et quelques. Vous avez entendu parler du rapport du Club de Rome, rapport sur la dépopulation, qui dit de toute façon la Terre ne pourra pas dépasser 3 milliards d'habitants. Et on est à 8, oui. Si tant est que les chiffres soient bons d'ailleurs. Mais ça ne pourra pas atteindre plus de 3 milliards et par conséquent, il faut des mesures drastiques de dépopulation, etc. etc. Mais ça ne suffisait pas. Et donc, le réchauffement climatique est, de mon point de vue, leur arme ultime pour faire avancer le mondialisme. Et sur plusieurs axes. Pourquoi est-ce que c'est un élément pour faire avancer le mondialisme? Parce que, comment dire, c'est une menace qui est très facile à manipuler pour tout le monde. On l'a vu dans la partie dialectique, mais c'est une menace qui est impalpable. Je vais vous donner un exemple. Le rapport de Meadows, le rapport du Club de Rome, date de 70 ou 72. Vous avez en 85 une première menace climatique énorme, certains s'en souviennent peut-être, c'est la disparition de la couche d'ozone. Vous vous souvenez, on avait perdu la couche d'ozone. À cause des gaz CFC, chloro, fluoro, je sais pas quoi. Vos lacs, mesdames, entre autres, etc. C'était de votre faute. Ça, c'est en 85. Est-ce que vous entendez des gens qui en parlent aujourd'hui? Pratiquement plus. Voilà, il s'est rebouché grâce à l'action des hommes. Protocole de Montréal de, sauf erreur, 1989. Grâce à notre action mondiale, au-dessus des nations,
nous avons réussi à rétablir et boucher le trou de la couche d'ozone. D'accord. La réalité est tout autre. Il ne s'est rien passé de plus que les cycles de la couche d'ozone qui évoluent, qui bougent. D'ailleurs, c'était très amusant, au moment de 85, ils ne savaient même plus où elle était. À un moment, ils ont dit qu'elle était en Amérique du Sud. Le trou dans la couche d'ozone était en Amérique du Sud. Puis après, ah ben non, on l'a revu au Canada. Et enfin, ils ne savaient plus trop où ils en étaient. Mais c'était la manipulation. Et donc, aujourd'hui, le discours, c'est grâce au protocole de Montréal, au bannissement des gaz CFC, que nous avons réussi à boucher la couche d'ozone. Voilà. Les gaz CFC, ils sont produits toujours, dans plein de domaines. Alors, peut-être pas dans vos lacs, ou dans d'autres produits de beauté et autres, mais ils s'en produisent toujours. Et en tous les cas, c'est de façon tout à fait naturelle, tous les scientifiques qui connaissent bien le sujet disent que c'est de façon tout à fait naturelle que la couche d'ozone, qui a des cycles aussi, c'est à évoluer et se reboucher, entre guillemets. Voilà. Mais on a commencé à faire peur avec une menace impalpable et invérifiable. Voilà. Alors, on arrive à l'idéologie. Donc l'idéologie, c'était quoi? Premier axe, et c'est très clair, et ça a été dit par une personne qui s'appelle Maurice Strong, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce gars-là, qui était un luciférien, on a bien l'avoir en tête. Maurice Strong a été le conseiller très proche du secrétaire général de l'ONU dans les années 80, et c'est un Canadien, très introduit, très initié dans un certain nombre de cercles mondialistes, très proche de la famille Rockefeller et la fondation Rockefeller, dont on connaît les effets néfastes partout. Et donc, il a écrit noir sur blanc un texte dans c'est lui qui a inventé les sommets de la Terre. Et notamment le sommet de Rio. C'est vrai qu'on a assommé tous les là la dernière fois, vous vous en souvenez, on nous a rabattu. Hein? C'est les COP dont vous parlez. Les COP. Non, oui, les sommets. Non, mais au départ, ça s'appelait les sommets de la Terre. Donc c'était le sommet de Rio. Ensuite, il y a eu Copenhague, enfin, il y en a eu toute une série. Et c'est devenu ensuite les COP, les Conference of the Parties. Mais ça, c'était déjà beaucoup plus formalisé. Et en fait, Strong, dans un discours justement au sommet de Rio, c'est pas neutre, dans l'évolution du mondialisme, c'est lui qui a fait acter que les ONG, les organisations non gouvernementales, auraient un pouvoir juridique quasiment équivalent aux nations. Si vous prenez des groupes comme Greenpeace ou comme le WWF par exemple, WWF qui a été fondé notamment par la famille royale anglaise, ça pour personne avec qui on discutait de ça il n'y a pas longtemps, c'est toute la gentry royale européenne faisandée protestante du nord au sud de l'Europe était dans le WWF. Et c'était mais c'est une digression, je ne vais pas la faire. C'est des grands chasseurs en plus. C'est vrai, hein. Donc, à travers, du coup j'en perds le fil parce que je fais trop de digressions, mais donc ces ONG ont obtenu un droit souverain au même titre que les États. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ces ONG, elles ont des fonds, elles lèvent des fonds considérables. On n'imagine pas les donateurs qui sont derrière tout ça. Mais ces donateurs, comment ils ont fait pour amorcer la pompe? Ils l'ont fait aux États-Unis, avant que ça se répande partout. Ils l'ont fait simplement par des incitations fiscales. C'est-à-dire qu'il y avait une fondation qui était chargée de récolter tous les fonds pour l'environnement, la défense de la planète, au début ils disaient ça, puis ensuite le climat. Et ces fondations, qui étaient des entreprises, autour du groupe Rockefeller, donnaient des milliards. Et tout ça se répandait et ruisselait sur toute la planète, au niveau des ONG. Et ils ont réussi à modifier la mentalité des gens et à atteindre ce qu'ils voulaient atteindre et à créer toutes ces ONG internationales qui sont là uniquement dans un but, c'est de... Enfin, on voit bien, le mouvement vert s'est créé comme ça. Tout le mouvement vert mondial a été financé progressivement comme ça. Et ces gens-là ont plus de pouvoir. Quand vous voyez Greenpeace, le pouvoir de Greenpeace,
quand vous voyez le pouvoir du WWF, mais dans un style un peu différent, mais Greenpeace, c'est impressionnant. Ils ont un pouvoir colossal. Qui a été le dernier délégué général de Greenpeace en France avant le nouveau? C'était Yannick Jadot, bien sûr. Ah oui. Ouais. Et DG Greenpeace France, c'est très lucratif. Ah. Donc, tout ça fait partie d'un plan calculé pour lequel, en faisant simple, je vous ai parlé de Strong, qui est épouvantable. Il n'a pas vu la COP de Paris de 2015, parce que c'était la COP 21, je crois, Paris, dans laquelle les États se sont engagés pour la première fois à réduire de 2 degrés la température de la planète. C'est le premier engagement qui a été pris dans ces accords, donc un engagement contraignant au-dessus des nations. Donc une nation n'aurait théoriquement pas le droit d'aller contre. Et ça, c'est Strong qui a été à l'origine de tout ça. Et donc le mouvement vert se crée et diffuse. Alors, je ne rentre pas dans les origines, mais pour ceux qui ça intéresserait, il y a des éléments là-dessus, bien sûr. Il y a un rapport entre ce mouvement vert et le New Age. Et New Age américain. Je ne sais pas si vous avez entendu parler du New Age. Oui, ça parle à tout le monde. Donc c'est l'origine de tout ça, vous savez. Et vous avez des vrais prophètes là-dedans. Al Gore, tout le monde connaît Albert Gore. Hein, Al Gore, vice-président des États-Unis, qui a failli être élu président des États-Unis, hein, quand même. Al Gore, il a fait son travail pour la lutte contre le climat. Vous connaissez son... c'est quoi? C'est Une vérité qui dérange, son film, hein, qui est bourré d'erreurs et qui est un pur livre, un pur film de manipulation. Mais il a aussi écrit des livres. Je cite un de ses livres dans lequel on trouve toute la philosophie, entre guillemets, du New Age. Vous en avez un autre qui est un peu plus connu en France, qui s'appelle John Kerry. Je ne sais pas si vous connaissez John Kerry, qui a failli être président des États-Unis quand même. Hein. De la même façon qu'Al Gore. Al Gore a raté, John Kerry a raté, et Biden l'a nommé dès son élection, c'était prévu, délégué, alors il commence à être un petit peu vieux, mais il est délégué auprès du président pour toutes les questions relatives au climat. Donc, et il a rang de ministre du cabinet de Biden, hein, avec tous les avantages associés d'ailleurs. Petite anecdote, il y a un Français qui est très proche de John Kerry, c'est Brice Lalonde. Et Brice Lalonde, c'est étonnant, on n'a entendu parler. Il a été le directeur de la campagne présidentielle de Dumont. René Dumont, dans les années, je ne sais plus combien, 90 peut-être. Vous voyez ce scientifique écolo, René Dumont, qui s'était allongé dans la salle de l'ORTF à l'époque, qui était candidat à président de la République. Et c'était Brice Lalonde, donc, qui était son conseiller. Il avait fait enlever une pancarte à l'entrée de l'ORTF de l'époque, en disant, la maison de la radio, qu'il avait une émission pendant la campagne présidentielle en disant non, il y a marqué interdit aux animaux. Dans ce cas-là, je ne rentre pas, puisque moi aussi, je suis un animal. C'est le début de la culture woke, hein. On y va doucement. Ouais. Eh bien, Brice Lalonde est un cousin germain de John Kerry. Voilà. Qui explique d'ailleurs que John Kerry parle très bien le français. C'est un cousin germain de John Kerry parce que leurs mamans sont sœurs. Et leur maman, c'est expliqué dans le livre en anecdote, hein. Enfin, c'est plus qu'une anecdote, appartiennent à la famille Forbes. La famille Forbes, c'est une famille qui a fait sa fortune dans le trafic d'opium en Chine à la fin du 19e. Comment? C'est des juifs? Oui, absolument. Ça va être Tout à fait. Et donc Brice Lalonde, son grand-père s'appelait Lévy. Il a eu l'opportunité en 1945, vous couperez les éléments qui... Voilà. Oui, Brice Lalonde, en fait, il s'appelle Lévy. Son grand-père s'appelait Lévy, et en 1945, il a trouvé que c'était peut-être intéressant de changer de nom. Et il a fait déposer son nom de Lévy, il a changé son nom de Lévy en allemand. Voilà. Donc Brice Lalonde, sauf votre respect, il est Lévy. Voilà, c'est un grand tenant des Verts. Et donc maintenant, il a un poste, là, personne ne le fait, comme il n'a pas très bien réussi en politique en France, il a un poste à l'ONU,
de délégué, alors vous retrouverez ça dans mon livre, il est délégué avec une fonction spéciale sur l'environnement et le climat. Voilà. Et c'est John Kerry qui l'a trouvé, bien sûr. Bah oui. Quand il a eu ce poste quand John Kerry était encore ministre des Affaires étrangères de l'autre président, le président précédent. C'est pas Trump. Non, c'est avant. Ah oui, Obama. Ouais, voilà. Voilà. Non, mais il n'y a pas de petit profil hein, dans la lutte contre le climat. Voilà. Je vais un peu partout, mais ça vous donne toutes les pistes que vous pouvez trouver dans ce livre, parce qu'il y a beaucoup d'informations. Il y en a une qui concerne un Français, ça on l'a beaucoup beaucoup de gens m'ont dit que personne n'en avait jamais parlé. Je ne sais pas si vous êtes au courant, ça commence à se diffuser, mais si vous avez entendu parler d'un jésuite français qui s'appelle Gaël Giraud. Ouais. Très brillant, hein. Brillantissime. Il a présenté une thèse de mathématiques appliquées à l'économétrie à Polytechnique. Il a vraiment une tête assez imposante et qui fonctionne bien. Il a l'oreille du pape. On dit que c'est lui qui a rédigé en partie Laudato Si, la fameuse encyclique sur du pape, je parle du pape François, sur l'écologie, hein, alors que l'écologie est une valeur, de mon point de vue, parfaitement religieuse, parfaitement chrétienne et catholique. Mais bon, c'est un autre sujet. Hein. C'est un dévoiement de l'écologie dont on nous parle là. Voilà. Et donc Gaël Giraud, il est maintenant, il a quitté la France et il a inspiré beaucoup de mouvements. C'est un jésuite, mais il est violent. Il peut être violent. Il y a des propos que je cite de lui. Il est allé voir le pape avec une délégation de gens dans lesquels il y avait, comment ça s'appelle, je ne trouve pas les noms, mais ça n'a pas d'importance, des conseillères municipales bien à gauche de Audrey Pulvar, conseillère municipale de Hidalgo, etc., et qui l'a emmené, et Giraud les a emmenés voir le pape en audience privée. Ils étaient 5 ou 6, il y avait Binoche, je crois aussi, l'actrice. Non mais il a du temps à perdre ce papa. Et pour parler d'écologie justement, il en a fait une relation dans une revue verte écologique qui s'appelle Reporter. Vous aurez les meilleurs mots dans le livre. C'est effarant. Effarant la façon dont il parle de ça. Et comment il dit, enfin, ce que le pape, il retranscrit ce que le pape leur a dit. Alors, il y a un scoop dans ce livre. Je suis désolé s'il y a des catholiques pratiquants qui sont très proches du pape François, mais je donne quand même un scoop dans la salle, hein, je parle. Le pape François est franc-maçon, et de longue date. Alors, ouais, vous le saviez, mais vous saviez avec preuve ou pas? Non, d'accord. Bon, alors, il y a un élément qui théoriquement ne trompe pas, c'est qu'il est membre du Rotary de longue date, du Rotary de Buenos Aires. Or, le Rotary de Buenos Aires est l'un des plus gros d'Amérique du Sud, et on sait une chose, c'est que le président d'un Rotary est toujours maçon, puisque c'est eux qui observent dans les assemblées Rotary. Je suis désolé s'il y a des Rotariens ici. Eh bien, oui, parce qu'il y a des gens qui se font piéger. Hein. Il y a des gens qui vont au Rotary en pensant, parce qu'on leur dit, tu verras, c'est bon pour ton métier, pour ta carrière, pour ceci, pour cela, etc. Les présidents sont toujours maçons, et c'est eux qui observent pour savoir quels sont ceux qu'on pourra proposer ici ou là. Voilà. Et donc, je vous parlais de ça à propos de Gaël Giraud et du pape François. Le pape François, donc j'insiste, il est franc-maçon. Quand il a été nommé archevêque de Buenos Aires, c'est un gros poste, un gros siège, hein, il a eu tout de suite après, j'ai le document, et on peut le trouver sur Internet, hein, il a eu tout de suite après une lettre de félicitations du président du Rotary de Buenos Aires, et qui le nomme au nom de toute la communauté rotarienne membre d'honneur du Rotary, sociaux honorario. Voilà. Mais c'est pas tout. Coïncidence étrange, il est élu pape en 2012 ou 2013, je sais plus, 2013, voilà. Et bien, dans les 2 ans qui suivent, ou les 3 ans qui suivent, il y a, comme par hasard, parce que ça se montre quand même un truc comme ça,
un rassemblement mondial du Rotary à Rome. Et il reçoit les principaux présidents. Oh, il a que ça à faire. Voilà. Non, mais il faut avoir, ce sont des indices, hein. Ce sont des indices, mais il faut les avoir quand même en tête parce que ça permet de mieux comprendre certaines choses. Ouais. Désolé. Voilà. Là encore, ouais. Ça explique aussi certaines choses. Les migrants climatiques, le pape est extrêmement actif sur le fait de faire avancer l'ONU dans le sens d'un statut des migrants climatiques. Il est très engagé dans ce combat-là, qui est dénoncé d'ailleurs, c'est marrant parce que, enfin c'est amusant, excusez-moi, c'est bien un peu trivial, mais cette question des migrants climatiques, il y a des gens qui n'ont absolument pas des idées proches des nôtres, qui disent que c'est une supercherie. Et des scientifiques, des géographes, etc., qui disent que c'est une pure supercherie et qui l'expliquent. J'ai vu des articles dans La Croix. C'est pas le journal que je dis tous les jours, mais j'ai vu en cherchant des articles qui dénonçaient les propos du pape sur les migrants climatiques. En disant non, c'est n'importe quoi. Je connais notamment un qui disait je connais l'Afrique, je la connais bien, et on sait très bien comment ça se passe. C'est pas du tout ça. Voilà. Alors, j'en étais où? J'en étais dans la manipulation, j'en étais au GIEC, j'en étais à Strong, j'en étais au pape, ça fait beaucoup de choses. En fait, plus on avance, plus on voit que le GIEC, qui a été créé de toutes pièces, sur les propos, c'est à un moment, je vous ai parlé du CFR, Council on Foreign Relations, et d'un Strong en fait partie, mais d'un autre homme qui s'appelle George Kennan, qui était un grand stratège américain, et qui a écrit de façon très claire, il est mort au début des années 2000, il avait presque 100 ans, il avait peut-être même plus de 100 ans. Ça a été un influenceur énorme aux États-Unis, et il a écrit clairement, il arrivera un jour où nous devrons créer une instance qui aura un pouvoir au-dessus des nations. Au-dessus des nations. Et cette instance, c'est le GIEC. Donc ce combat sur le réchauffement climatique, il a été fabriqué de toutes pièces pour effacer les nations. Voilà. Alors mon livre est construit un peu comme une enquête policière, parce qu'il y a la manipulation scientifique, j'accélère peut-être un peu, la manipulation scientifique, la manipulation dialectique et la manipulation idéologique. Mais dans l'idéologie, ayez bien en tête que, donc je construis ça, et je montre les preuves pour chacun, et notamment pour l'idéologie, que tout a été fabriqué de toutes pièces dans les années 70. Et que ça augmente, ça va de plus en plus vite maintenant, parce qu'ils sont sur deux. Ils sont sur deux. Et après, donc, il y a les clés, comme dans un roman policier, c'est quels sont les mobiles. Pour moi, les mobiles sont assez simples. Ils sont de plusieurs ordres. Le premier mobile, mais ils concourent tous à l'effacement des nations et à l'établissement du gouvernement mondial. Et ça va de plus en plus vite. Le premier mobile, c'est l'appropriation par une poignée d'hommes, pas 10, hein, mais l'appropriation de toutes les sources énergétiques dans le monde par des intérêts privés et au-dessus des nations. Donc vous voyez ce qui se passe pour la France. Vous prenez la France, le bouquet énergétique que tout le monde nous enviait il y a 20 ans, 25 ans. C'est-à-dire, en gros, 80% d'énergie parfaitement propre dans leur sens à eux, entre guillemets, c'est-à-dire de l'énergie décarbonée, 80% venait des centrales nucléaires. Vous ajoutiez à ça 14% peu ou prou, selon les années, d'énergie hydraulique, qui était un des savoir-faire de la France aussi. Hein. On l'oublie, nos barrages, tout ça, et ça produisait 14%. Donc 80 plus 14, je pense que vous me suivez, 94% de notre énergie était décarbonée. Eh bien, grâce à Cohn-Bendit, grâce aux écolos, etc., on nous a obligés, l'Europe nous a obligés à construire des éoliennes, des parcs éoliens, qui indépendamment de la défiguration même des paysages, hein, et au mépris des lois d'ailleurs, parce que vous savez que vous avez des lois de protection de nos rivages qui sont très beaux et de nos sites littoraux qui interdisaient de construire des éoliennes à certains endroits. Et comme par hasard, ils se sont assis dessus avec des autorisations administratives qui étaient contraires à la loi. Il y a des recours qui ont été posés et ça a été étouffé, etc. Mais bon, passons. Je pense, puisqu'on parle de la Vendée, enfin, je connais bien la Vendée, vous avez le site qui est entre Noirmoutier et l'Île-Dieu,
Nous avons un parc éolien de 60 ou 80 monstres d'acier et qui sont là et qui défigurent tout le littoral. Ça se voit même de la Loire-Atlantique. Hein. Toute la côte de la Loire-Atlantique les voit. C'est effarant. Et maintenant, ils sont en train de défigurer le marais vendéen parce qu'ils acheminent les câbles haute tension qui sortent de la mer et ils sont en train de labourer toute une partie du marais vendéen pour faire passer et les raccorder. Ça, c'est un des éléments. Je referme la parenthèse parce que c'est trop technique, mais c'est un des éléments qui est dans mon livre sur les éoliennes, c'est que je crois que c'est en 2016 ou 2017, EDF a été obligé de faire ce qu'on appelle un profit warning, c'est-à-dire de faire une alerte sur ses résultats, parce qu'il leur manquait juste, je ne sais plus, c'est 11 ou 16 milliards pour boucler un élément qu'ils avaient parfaitement mal évalué, à savoir le raccordement du réseau haute tension, enfin des éoliennes au réseau haute tension. Parce que quand on me dit éoliennes ici, 50 là, etc., c'est pas la même chose que d'avoir une centrale nucléaire avec 4 réacteurs qui acheminent directement dans les centres qui ont besoin, notamment les zones urbaines, etc., etc. Donc tout avait été pensé et ça a totalement désorganisé nos réseaux d'acheminement des lignes haute tension. Voilà, l'électricité. Je ferme la parenthèse. C'est juste une aberration de plus sur l'ensemble. Voilà. Donc, les clés. Je vous dis, la première, c'est un effacement des nations sur le plan de leurs sources énergétiques. On l'a vu avec la France. Ça va même encore plus loin, puisque Barroso, lorsqu'il était le président de la Commission européenne, hein, c'était Ursula de l'époque, eh bien, il avait demandé expressément à Sarkozy que la France rachète de l'électricité éolienne produite par les Allemands. On n'en avait aucun besoin. Alors qu'au contraire, l'hiver, tous les pays comme l'Italie, l'Allemagne, et je crois même un peu plus loin la Belgique aussi, en overflow, comme on dit, c'est-à-dire en débordement, on leur fournissait de l'électricité, ce qui contribuait d'ailleurs à la balance des paiements française de façon loin d'être négligeable, hein, parce qu'eux, ils en manquaient. Il n'y a pas de vent sur les champs éoliens de l'Allemagne, vous savez comment ils font. Ils font tourner leurs centrales à charbon. Notamment avec la réunification, ils ont énormément de mines de charbon qui fonctionnent encore. C'était sur la partie allemande de l'Est. Donc ça, c'est la partie énergétique. Il fallait mutualiser. Je vous le dis pour information, pour ceux qui ne le sauraient pas, en ce moment même se discute, sous pression d'Ursula von der Leyen, se discute le fait qu'on ouvre, que l'État vende ses participations dans notre électricité hydraulique, c'est-à-dire nos barrages, hein, et la vende à des intérêts privés. L'Europe nous force à le faire. Ça veut dire que nous ne serons plus souverains non plus là-dessus. C'est en cours, en discussion. Donc c'est pas pour rien. Donc ça, c'est la première partie des mobiles, c'est-à-dire une interdiction aux États d'être souverains pour leur énergie. Sauf bien sûr, un État, c'est les États-Unis. Parce que qui parle des États-Unis? Qui parle du fait que les États-Unis sont pratiquement maintenant le premier producteur, c'est pas le premier producteur visible, mais de pétrole et de gaz de schiste. Parce qu'on l'a juste oublié, ça. Et vous savez quand ça s'est fait, ça? À l'époque où M. Al Gore était vice-président. À l'époque de Clinton. En sous-main, on finance les Verts, on finance les ONG de toutes sortes pour nous saboter, mais eux, dans le même temps, et le gaz qu'on veut nous vendre, là, depuis que Nord Stream 2 a explosé bizarrement en mer du Nord, le gaz qu'on veut nous vendre, c'est créer des ports méthaniers considérables, des infrastructures considérables sur l'Allemagne, nous aussi peut-être, à terme, tellement on est aux pieds et poiliers, et c'est pour acheminer du gaz, dont les gaz d'origine schiste bitumineux. Hein. Vous savez, avec la fragmentation qu'on a interdiction de faire, puisque Nicolas Hulot, si vous en avez la mémoire, a été ministre de l'écologie, de la transition énergétique et de l'écologie de Macron, et en 2016, il a fait voter une loi qui interdit en France toute exploitation de sources énergétiques qui pourraient être intéressantes pour notre pays. Exemple, la Seine-et-Marne, qui n'est pas très loin d'ici. En Seine-et-Marne, il y aurait, on estimerait, dans les premiers sondages qui ont été faits, il y a au moins 90 milliards de barils sous terre. Voilà. Les gaz de schiste. Pas que. Ouais.
Donc ben, ça, c'est terminé. La loi de 76, la loi Hulot, fait qu'on n'a pas le droit on n'a pas le droit d'y toucher. Voilà. Et ça, c'est bien la façon d'abolir les nations, ça. Voilà. Alors, on était sur la partie des mobiles. Donc, il y a ce premier mobile. Deuxième mobile, c'est clair, c'est l'effacement des nations. Et c'est le mondialisme. Le GIEC, aujourd'hui, qui peut s'opposer au GIEC? Regardez la COP du Caire, la dernière. C'est du folklore. Mais derrière le folklore, il y a quoi? On fait la fête, on s'amuse, mais on passe aussi des décisions. Et ces décisions, les États n'ont plus un mot à dire sur ces décisions-là. Voilà. Donc, ce qui se prépare, simplement, c'est que l'ONU devienne véritablement, non plus une instance avec des pays représentés, mais une instance de gouvernance mondiale où les pays ne seront plus que des gens qui recevront la bénédiction. C'est le rêve du GIEC. Hein. C'était ça pour lequel ils ont créé le GIEC. C'était une menace infondée, le réchauffement climatique, du fait de l'homme, le CO2, deux, besoin d'une instance d'urgence qui soit transnationale, et trois, effacement des nations. Et on en finit. Et l'Europe est aussi le cheval de Troie de tout ça. Alors après, donc dans les clés, j'en étais les mobiles, et je reprends même mon guide, hein. Je me rends bien qu'il a écrit ce livre-là. Non, je plaisante. Oui, alors après, donc, j'ai parlé de l'Église catholique, donc on ne va pas y revenir. C'est vrai que j'ai un chapitre sur l'Église catholique qui s'appelle « Le grand reclassement entre magistère et ONG ». Et c'est vrai que par moment, elle se comporte comme une ONG aujourd'hui. C'est là, comme une église. Quoi? Voilà. Et donc, l'émergence visible du gouvernement mondial, oui, alors j'ai pas parlé d'un élément qui a beaucoup d'actualité, et je l'avais écrit, j'avais commencé à l'écrire au moment où finalement l'Ukraine m'a donné raison. C'est-à-dire que c'était avant l'Ukraine, et en cours de route, il y a aussi l'émergence d'une arme géostratégique. Je ne vais pas entrer trop, j'ai défloré un sujet que certains connaissent peut-être. Est-ce que vous savez qu'il y a eu un rapport du Pentagone en 1983 très explicite sur le réchauffement climatique? Je ne sais pas s'il y en a certains qui connaissent. Non, ouais. Je cite ce livre que j'ai, qui s'appelle An Abrupt Climate Change en anglais, mais qui a été traduit en français. Vous pouvez le trouver, je pense, encore en librairie. Et ce livre est un rapport secret qui a été fait pour le Pentagone par des consultants internationaux, qui étaient la plupart du temps des consultants dans des très grands groupes, j'ai oublié leur nom, ils sont deux, je ne sais pas s'il y en avait pas un qui était à la Shell, toujours dans les bons coups, la Shell, hein, c'est en lien avec les Rockefeller. Et donc, dans ce livre-là, il est écrit, alors c'est très surprenant, il est bizarre ce livre, il est écrit ça doit être, non, c'est 2003, il est sorti en 2003. Et il parle d'un changement climatique brutal, mais qui ne sera pas un réchauffement, c'est très amusant, qui sera un brutal refroidissement. Voilà. Et il annonce ce cycle qui va se produire. Et quand on regarde bien et qu'on essaye de comprendre ce livre, 6 mois après, il est déjà, alors que c'était un rapport secret du Pentagone, il est déjà annoncé par The Observer, c'est-à-dire la revue du mondialisme, dont j'ai oublié le nom, le milliardaire mondialiste anglais, qui est en lien avec les Américains, avec le CFR, avec tout ça, mais j'ai oublié son nom. Et bref, il parle de ce livre. C'est quand même rare, quand même, que le Pentagone fasse fuiter ses rapports secrets comme ça. Donc il y a une raison. Il faut chercher la raison. Et la raison, quand on décrypte un peu le livre, je pense qu'ils annoncent les manipulations sur le climat. Les manipulations militaires. Voilà. Et exactement. Et donc, comment? ARP. Alors, il y a ARP, oui. ARP, c'est une partie, c'est ce qui est dans l'Alaska, hein, mais ils ne sont pas les seuls à faire ça. Mais en tous les cas, ils l'annoncent. Et donc, ils annoncent en même temps, ni plus ni moins, que la Terre va se refroidir. Et quand on y réfléchit bien, moi c'est mon interprétation, elle est la suivante. Ils connaissent très bien leur histoire du climat. Eux, ils ne se trompent pas sur le petit monde médiéval. Ils savent très bien que la Terre se réchauffe et qu'elle va encore se réchauffer pendant 250 ans.
Or, quel est le plus grand pays du monde en surface aujourd'hui? La Russie. Là aussi, 17 millions de kilomètres carrés, jusqu'à l'île de Saint-Denis. Et là, c'est une arme géostratégique. C'est-à-dire que si on fait des manips sur le climat, des manipulations physiques hein, sur le climat, eux, ils vont les faire pour refroidir la Terre. Ces fous vont les faire pour refroidir la Terre. Parce que, si on prend la Sibérie, en Sibérie, vous avez des gisements colossaux. Or, vous savez que vous avez aussi une guerre en ce moment, énorme, des terres rares. J'ai eu, je sais pas, dans mon livre, je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà visité des data centers, comme on les appelle, je ne sais pas si vous avez vu ça. Allez voir ça, ça vaut le coup. Moi, j'avais visité à Paris il y a plusieurs années. C'est impressionnant. Hein, quand vous voyez ces machines qui traitent, je ne sais pas, 10 millions de mails par heure pour le monde entier, mais c'était des chiffres il y a un certain nombre d'années, plus tous les données, les databases qui circulent là-dedans, eh ben, il faut des terres rares, il faut tout un tas d'éléments, entre autres, hein, parce que même nos téléphones utilisent des terres rares. Hein. Voilà. Et là, il y a une bagarre. Et la Sibérie, elle recèle énormément de choses, elle recèle aussi des diamants, d'ailleurs. Ça, c'est autre chose, c'est une météorite vous savez qu'il y a une grosse météorite qui est tombée en 1908 de mémoire sur la Sibérie et qui, en tombant, ça fait un choc colossal. Hein. Je pense que toute la Terre a dû l'entendre. Et ça a fait provoquer, la fusion a provoqué un gisement de diamants phénoménal, qui appartient aux Russes aussi. Les Américains s'en détachent. Alors c'est vrai que, bah oui, parce qu'il doit y avoir des joailliers chez les Américains. Je m'arrête là. Et donc, alors il paraît que, soi-disant, les diamants sont trop petits pour faire beaucoup de choses, etc. Voilà. C'est peut-être la réponse. Enfin bref, on peut imaginer que le climat devienne une arme de refroidissement, et pour empêcher la Russie d'avoir un rôle déterminant dans l'histoire du monde à venir. Poutine a fait dans un sommet, vous avez peut-être vu ça dans la presse il y a déjà quelques années, à Arkhangelsk, je crois, sur la mer Baltique ou mer du Nord, enfin bref, il parle un sommet international où il a parlé du réchauffement climatique. C'était un peu provocateur, en disant, mais la Russie, notre pays, qui a déjà des ressources considérables, et notamment céréalières pour certaines zones de la Russie, hein, il y a quand même des greniers considérables, il n'y a pas que l'Ukraine, hein, mais aussi pour des terres rares et pour d'autres choses, il avait dit ça avec un petit sourire, y compris le dégel de l'océan Arctique et tout ça, eh bien mon pays saura profiter de ce réchauffement, opportunément. Donc ça n'a pas dû plaire. Donc méfions-nous, il y a derrière des armes qui s'utilisent pour bouger le climat. Et j'en veux pour preuve que ça a été très peu diffusé, je ne sais pas si vous l'avez su. J'ai trouvé une information, j'étais en train de presque boucler le livre, non, pas tout à fait, mais à la mi-2021, ouais, tout le monde parlait du Covid à l'époque encore, et les gens étaient traumatisés. Par la grille de Lannes, moi j'appelle ça la grille de Lannes, excusez-moi, il y a sûrement qui l'ont eu, hein, la grille. Comment? La grille de quoi? De Lannes. Lannes. Ah, la Chine. Bon, et donc, alors j'en étais sur, c'est une digression, c'est une erreur. En 2021. En 2021, il y a eu une expérience qui a été bloquée au dernier moment d'envoi dans la stratosphère. Donc la stratosphère, c'est au-dessus de la troposphère. La troposphère, c'est là où vont les aéronefs, tout ce qui circule, jusqu'à 10 000 mètres, et au-delà, c'est la stratosphère. Eh bien, il y avait une société américaine qui a envoyé qui voulait, ça a été bloqué, qui voulait envoyer un ballon dans la stratosphère pour la première fois, et faire une expérience de refroidissement du climat en balançant des parcelles pendant 6 mois, des parcelles réfléchissantes pour diminuer le fond du soleil au-dessus de la planète. Et ceci était au-dessus du pôle Nord. Ils ont mis ça sur le Ah mais ils vont pas remettre, parce qu'ils ont dit qu'ils ne l'avaient pas fait. Le soleil. Oui, exactement. C'est-à-dire pour accélérer la réverbération, mais dans la stratosphère, et donc bouger le climat. Refroidir la Terre.
Comment? Je sais pas. Bill Gates, oh bon, qu'est-ce qu'il fait pas? Hein, on va plutôt raisonner comme ça. Voilà. Mais il faut bien avoir ça. Ce sont les pays scandinaves qui l'ont su et qui ont protesté violemment. Par contre, pas Greta Thunberg, ça je l'ai pas entendu. Mais c'est autre chose. On parle de 2021, hein, juin 2021. Voilà, donc ça veut dire qu'il y a des gens qui travaillent sur des armes climatiques qui pourraient tuer des millions, voire des milliards d'individus sur la Terre, ce qui correspondrait parfaitement au rapport Mido sur la dépopulation de 72. Et là, il y a un article qui est sorti dans El Tiempo en Espagne qui reconnaît en fait que 50 pays manipulent en fait le climat avec les particules. Les Chinois le font aussi, par exemple. Je pense que la France le fait aussi avec l'OTAN. Ça vient depuis longtemps. Hein. Oui. Ouais. Alors, juste pour finir, sur cette expérience-là et celle qui se mène, là en l'occurrence c'est une société américaine, sauf que en lien avec bien sûr le Patagone, hein, mais sauf que il y a une convention internationale de l'ONU qui date des années 70, donc ils avaient déjà ça en tête, fin des années 70, dans laquelle tous les pays de l'ONU se sont engagés à ne pas toucher au climat et à ne pas travailler sur des armes stratégiques et militaires sur le climat. Sauf les Américains, donc, si je comprends bien. Enfin, c'est peut-être l'heure d'arrêter, non? Oui, on peut en prendre. Ouais. Passer aux questions. Il y en a.